Oui, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler avec Tom De Béla Bartók. de Béla Bartok. Alors, Tom, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu plus, nous présenter le personnage? Alors, Béla Bartók, c'était un compositeur, pianiste et ethnomusicologue hongrois. Oui, c'est d'ailleurs l'une des figures les plus influentes de la musique du XXe siècle, n'est-ce pas? Il est d'ailleurs considéré comme l'un des grands pionniers de la musique ethnomusicologique. Oui, surtout en raison de son travail de collecte et d'étude de la musique folklorique hongroise et d'autres traditions populaires, n'est-ce pas? D'Europe centrale et même orientale. D'accord, donc il est allé assez loin. Alors, est-ce qu'on pourrait voir une petite présentation détaillée de sa vie et de son œuvre? Alors, on pourrait peut-être parler en premier donc, du contexte et de sa formation. D'accord, À, à savoir que Béla Bartók est né le 25 mars 1988 dans ce qui est l'actuelle Roumanie. exactement. Alors ça portait un nom difficile, mais bon, on va pas en parler ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, il a grandi dans une famille musicalement instruite et a montré dès son jeune âge un talent exceptionnel pour la musique. Oui, d'ailleurs, il a étudié le piano et la composition à l'Académie de musique de Budapest, n'est-ce pas? Où il avait été d'ailleurs influencé par des grands maîtres de la musique classique. Oui, d'ailleurs, il se forme au répertoire de Beethoven, Brahms et de Liszt. Liszt. Voilà. Alors, maintenant, si on parlait de la passion pour la musique folklorique qu'il avait. Alors oui, l'une des caractéristiques marquantes de l'œuvre de Bartók, c'est son engagement envers la musique populaire hongroise et d'Europe centrale. Oui, d'ailleurs, dès 1904, il commence à collecter des chants folkloriques en Hongrie En Roumanie, et même dans les Balkans, même dans les Balkans. n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'en 1905, il décide avec Kodály Oui, de dresser un inventaire complet des chants populaires et des mélodies folkloriques. c'est exact. Bon, après avoir parcouru quand même la Grande Plaine et la Haute-Hongrie, il publie même en 1906 26 chansons paysannes hongroises. Cette musique est à la source de son inspiration. Alors il les a transcrits, puis recomposés avec des rythmes plus libres. On dit qu'il a joué sur des dissonances pour faire ressortir le rythme martelé de ses œuvres. Alors, ce travail a donné naissance à la discipline de l'ethnomusicologie moderne. Exactement. Donc là, Bartok a marqué un bon point, n'est-ce pas? Évidemment, et de plus, Bartók continue à enseigner au conservatoire. Oui, c'est vrai qu'il commence à être estimé par l'élite musicale européenne de ce fait. Alors malheureusement, en 1934, quand Bartók quitte son poste d'enseignant, il va se consacrer plus de temps à la composition et à la collecte des chants traditionnels. Exactement. Bon, et là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, donner des cours, c'est pas forcément ce qu'on aime, hein. Et d'ailleurs, à cette époque, Bartok était largement considéré comme l'un des ethnomusicologues les plus compétents du monde. Et il voyagera même à travers l'Europe centrale, les Balkans, l'Anatolie et même l'Afrique du Nord pour collecter du matériel pour ses recherches sur la musique folklorique traditionnelle, Oui, et même authentique. Non? même authentique, bien sûr. D'ailleurs, il semblerait que l'authenticité n'est pas facile à trouver, non? Mais elle reste néanmoins essentielle à la mission de Bartók. Oui, c'est vrai. Alors, lui, c'était de créer quelque chose de nouveau à partir de l'ancien. D'ailleurs, il a dit un jour, nous devons isoler le très très ancien, car c'est le seul moyen d'identifier le vraiment nouveau. Là, il marque des points, car c'est une bonne pensée, je trouve. Alors, et si on parlait des œuvres importantes de Bartok? Alors oui, Bartók, il a composé une vaste gamme dans divers genres. C'est vrai, d'ailleurs incluant des œuvres pour piano, orchestre, des chœurs et des pièces de musique de chambre. On peut peut-être vous citer donc les plus marquantes, notamment sa sonate pour piano, Exact, qui est sorti en 1926. c'est ça, et ses suites pour piano, comme les suites pour piano, qui sont des exemples de son écriture pour cet instrument. Oui, c'est vrai que bon, il était pianiste, hein. Voilà. Après, on peut aussi parler des musiques pour cordes, non? Et percussions Célestat de 36. Alors bien sûr, cette œuvre, elle est considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre. Finalement, elle allie des éléments de musique folklorique à une écriture complexe et moderne. Exactement. Donc, tout ça, toutes ces compositions aussi, on peut parler de ces concertos pour piano numéro 3. De Bon, 1945 d'ailleurs. oui, c'est ce concerto est l'une de ses dernières œuvres avant sa mort, malheureusement, qui est marquée par une grande, Dans l'expressivité, ouais, et surtout, une richesse harmonique. exactement. Alors,
tout ça nous amène à parler aussi de ces quatuors à cordes, hein. Alors, ces pièces sont parmi les plus importantes du répertoire de musique de chambre, et finalement, elles marquent une évolution notable dans le langage harmonique de Bartók. Exact. D'ailleurs, la sonate pour violon seul est une œuvre écrite en 1944. Alors, Et il s'agit d'ailleurs d'une commande d'un violoniste. oui, très connu mondialement, qui est Yehudi Menuhin. Oui, c'est ça, hein. Ça date de novembre 1943. Bartók avait alors immigré aux États-Unis au décours de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Alors, et on peut dire qu'il sortait aussi d'une dépression où il n'avait guère composé, en fait. Il s'agissait de des dernières partitions du compositeur, enfin en tout cas la dernière qui était achevée. Exactement. Elle a été jouée par le dédicataire le 26 novembre 1944. Mais Menuhin. Oui, mais Menuhin fait plusieurs demandes de modification, c'est vrai, à ce moment, n'est-ce pas? Bartók les effectue, mais décède peu de temps après, sans avoir eu le temps d'en écouter la version finale. Exact. Alors on dit qu'elle comporte 4 mouvements. Alors, quatre mouvements. Son exécution dure un peu moins d'une demi-heure et exige de l'interprète une très grande virtuosité. Exactement. Bon, après c'était quand même Menuhin. Euh, Ouais. Alors, on peut parler maintenant du style musical. Alors, le langage musical de Bartók est marqué par de nombreux éléments distinctifs. C'est vrai. Alors, on dit il aimait utiliser des modes et des gammes folkloriques, hein. Alors oui, il intègre d'ailleurs des échelles pentatoniques, des modes anciens et des gammes mineures dans ses compositions, Oui, c'est ça. C'est ce qui crée une atmosphère unique. bien sûr. Oui, oui. On pourra également parler donc des rythmes irréguliers. Oui, d'ailleurs, beaucoup de ses œuvres utilisent des rythmes impairs et des mesures irrégulières, non? Qui sont souvent d'ailleurs empruntés aux danses folkloriques hongroises. Exactement. Là, on peut parler aussi de la texture percussive, non? Alors oui, bien sûr, au piano, Bartók crée des effets percussifs en utilisant des techniques de jeu très novatrices. Exact, comme les accords, les clusters, les frappes sur les caisses du piano ou encore l'emploi de dynamique extrême. Bien sûr, on pourra également donc parler de son utilisation des dissonances et de la polytonalité. Oui, d'ailleurs, dans ses compositions orchestrales, on dit que Bartók fait souvent appel à des dissonances complexes, non? Et à des superpositions de tonalités. Exact. Béla Bartók a utilisé des rythmes très variés et complexes dans ses œuvres. On dit qu'elles sont inspirées en grande partie Des musiques folkloriques d'ailleurs, qu'il a collectées au cours de ses recherches. C'est vrai, c'est vrai. Alors, l'une de ses caractéristiques, on dit majeures, on dit que c'est l'emploi des rythmes irréguliers et des structures rythmiques qui se distinguent de celles de la musique classique traditionnelle, n'est-ce pas? Bien sûr, alors on peut peut-être à présent vous partager les principaux types de rythmes utilisés par Bartók dans ses compositions. Oui, c'est vrai qu'on va parler alors des rythmes asymétriques et irréguliers, d'accord? Bien sûr, Bartók a été fasciné par les rythmes réguliers qu'il a rencontrés dans la musique folklorique hongroise. Oui, oui, roumaine Et de et Balkan. balkan. Exactement. Alors on dit que plutôt que d'utiliser des mesures régulières comme le 4/4 ou le 3/4, Il a souvent recouru à des rythmes asymétriques. c'est vrai, c'est-à-dire des mesures où les unités de temps se divisent. Elles ne se divisent pas également. Le civisme également. Ces rythmes sont souvent divisés en groupes impairs, comme par exemple 3-2. Oui, ou 2/3, 2 plus 3. Exactement. Par exemple, on a le 5/8, qui peut être subdivisé en 3 plus 2. exactement, ou à l'inverse, 2 plus 3. Le 7-8 qui peut être subdivisé en 3 plus 2 plus 2. Ou 2 plus 3 plus 2, et ainsi de suite. On pourra également parler du 9-8, souvent découpé en 2 plus 2 plus 2 plus 3. Ou souvent 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Ce type de rythmique crée une sensation de mouvement inattendu. C'est vrai, de décalage, et est très caractéristique de la musique populaire de certaines régions de l'Europe de l'Est, hein. On pourra également parler de la polyrythmie. Bartók utilise énormément la polyrythmie. Oui, c'est-à-dire des superpositions rythmiques différentes jouées simultanément. Par exemple, il peut y avoir une main jouant du 3-4, tandis que l'autre joue du 2-4. Ouais, et ça c'est pas mal. Ou du 4/4, hein. Non, non, il a fait une belle recherche. Alors on dit que cette technique peut aussi se manifester, hein, par des instruments différents. Jouant des rythmes contradictoires. Oui, alors ça crée des effets de contraste et de tension dans la musique, hein, finalement.
On peut dire que le style de Bartók est marqué par l'utilisation de structures folkloriques et d'éléments rythmiques originaux. C'est vrai. Alors on dit souvent aussi que ses œuvres font souvent appel à des gammes pentatoniques, Des modes orientaux, exact, ainsi que des rythmes irréguliers. On l'a déjà dit. ces compositions sont parfois très complexes, tant du point de vue harmonique que rythmique. Oui, mais cependant, elles restent profondément ancrées dans le folklore. Est-ce que finalement on peut dire que c'est ce qui les rend accessibles et très explicites? C'est vrai. Ça change quand même la donne. Maintenant, on sait qu'il a fait quelques musiques de films, mais est-ce que vraiment Bartók peut faire ça? Alors, on pourra présenter ses œuvres D'accord. en disant que, en parlant notamment du Château de la Peur de Oui. 1911. Oui, c'est un film en collaboration avec un auteur hongrois. Je ne me souviens plus du titre original, hein, parce que c'était assez difficile mais on a dit que c'est une adaptation. D'un conte de fées de Béla Balázs Ah qui oui, a été on- réalisé en 1934. Exactement. Alors là, il s'agit d'une sorte de musique de film précoce, non? Bien sûr, et il y a des éléments d'expérimentation sonore qu'il introduit dans ce travail, notamment en utilisant une approche plus atmosphérique. Oui, et orienté vers l'expression émotionnelle. On pourra également parler donc du film Microcosmos. Exact. Alors, en dehors de cette petite incursion dans le cinéma, il n'a pas véritablement fait d'œuvre pour le cinéma, non? Ça ne se destinait pas originalement au genre musical du film. Alors il y a des rumeurs de certaines compositions ou œuvres plus expérimentales qui ont pu être envisagées pour des films. Oui, mais elles ne sont pas devenues des collaborations marquantes dans l'histoire du cinéma. Soyons clairs. Alors, est-ce qu'on pourrait parler aussi alors du coup de l'approche de Bartók et de la musique de film? On va dire, euh, on a l'impression qu'elle est profondément ancrée dans nos recherches sur les musiques traditionnelles, mais Et dans l'expérimentation, bien Oui. sûr, des formes musicales modernes. oui, bon, bien que ces œuvres de musique de film finalement ne soient pas très nombreuses, il est possible de deviner que ces innovations, on dit harmoniques et rythmiques, elles auraient pu exercer une forte influence, non? Elles ont fait une forte influence, notamment sur la manière dont la musique de film évoluerait par la suite. Exact. Alors, on dit qu'il aurait sans doute utilisé des modes, les rythmes irréguliers et les textures percussives qu'il a développées dans sa musique concertante. Pour créer notamment une atmosphère intense et originale dans un film. Exact. Alors, voilà. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui est aussi très important, c'est l'exil et la fin de vie, en fait, finalement. Alors oui, effectivement, dans les années 1940, Bartók, à cause de la montée du régime fasciste en Hongrie et des tensions politiques croissantes en Europe, Bartók quitte son pays natal et s'installe aux États-Unis. Oui, alors là, on dit il a fait face à de grandes difficultés financières et de santé. Mais il continua tout de même de composer. C'est vrai. Alors on dit qu'il meurt le 26 septembre 1945 d'une leucémie à l'âge de 64 ans. Dommage. Jeune. Pourtant, Bartók était patriote, mais il exècre les nationalistes. Oui, c'est vrai. Alors, voyons comment on peut expliquer ça facilement, parce que c'est pas souvent facile à comprendre, hein. Alors on peut parler du patriotisme de Bartók. Voilà. Bartók était profondément attaché à ses racines hongroises, Exact. et cela se reflète dans son œuvre musicale. Alors, on dit que sa collecte et son étude de la musique folklorique hongroise ont ainsi, et aussi d'autres traditions d'Europe centrale et orientale, témoignent de son désir de préserver et de valoriser l'identité musicale de sa région. Il voyait dans la musique populaire hongroise un moyen d'affirmer et de célébrer la culture de son pays, qu'il considérait comme riche et digne d'être entendu à l'échelle internationale. Oui, parce que parlons de ce côté d'échelle internationale, mais on va aussi parler, il était avant tout ce qu'on appelle un patriote culturel, n'est-ce pas? Ah ben bien sûr, pour lui, la musique populaire n'est pas simplement un symbole de la nation hongroise, Exact. mais un véritable moyen de faire comprendre la diversité des peuples et des cultures de la région des Balkans. Oui, et de l'Europe de l'Est aussi. Alors, on dit qu'il croyait que la musique avait le pouvoir d'unir les gens et de célébrer l'humanité dans sa diversité. Alors, Pour certains occidentaux, cette musique symbolise la simplicité, oui, l'authenticité
est ainsi une forme de pureté naïve par rapport à la sophistication et la complexité de la musique classique occidentale. Bien sûr, il y a quand même cette vision occidentale qui est particulière, hein. Alors on dit qu'elle était perçue comme une expression d'une culture authentique et primitive, souvent idéalisée, hein. D'ailleurs, d'un autre côté, Oui, certains intellectuels et musiciens occidentaux avaient des vues plus condescendantes et parfois même colonialistes. ah oui, c'est vrai qu'ils considéraient que cette musique de l'Est était comme un spectacle exotique, inférieur à la tradition musicale occidentale, qui elle était plus raffinée, n'est-ce pas? A été jugé plus raffiné. Oui. Alors, on va dire que par rapport à ça, lui, il avait un rejet du nationalisme exclusif et fasciste, n'est-ce pas? Alors oui, bien sûr, malgré son amour pour la culture hongroise, Bartók rejetait fermement le nationalisme ethniciste et exclusif qui se développait en Hongrie à l'époque. C'est vrai. Alors on dit que ce nationalisme était souvent lié à des idéologies fascistes et racistes. Bien sûr, qui cherchait d'ailleurs à promouvoir la pureté ethnique et à exclure les minorités. Oui. Donc on dit qu'en Hongrie, comme dans d'autres pays européens, ce type de nationalisme s'est accompagné de politiques discriminatoires. Notamment envers les juifs, les roms et d'autres groupes considérés comme étrangers ou juste non hongrois. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que Bartók se rebellait contre cette vision du nationalisme qui, selon lui, risquait de détruire l'identité. Non? L'identité qu'il considérait comme véritablement riche et diverse de son pays. Exactement. Donc il n'était pas d'accord avec l'idée que la culture hongroise devait être définie par une vision homogène et même excluante, n'est-ce pas? Bien au contraire. Oui. Il estimait que les différences culturelles, d'influences culturelles, y compris celles des minorités ethniques de Hongrie, étaient essentielles pour comprendre et apprécier la véritable essence du pays. Exactement. Donc maintenant on sait qu'il avait une position antifasciste et que c'était pour lui une sorte de vision. C'est ça, alors Bartók, lui, il était vraiment fermement opposé au fascisme et au nazisme. Bien sûr, d'ailleurs, il a refusé de se produire en Allemagne après l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, n'est-ce pas? Et il a ouvertement critiqué leur politique. Bien sûr. Il ne permit pas d'ailleurs au régime nazi, qu'il décrivait comme un système de vol et de meurtre, de diffuser ses œuvres. En 1940, en raison de la montée du fascisme en Europe, il a émigré aux États-Unis pour échapper à la persécution et à la guerre. Oui, alors là, du coup, en arrivant là-bas, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un soutien aux réfugiés, n'est-ce pas? Il a apporté un véritable soutien aux réfugiés. Alors pendant son séjour aux États-Unis, Bartók a soutenu les réfugiés européens fuyant le fascisme et la guerre. Oui, donc là, il a participé à des concerts de bienfaisance pour collecter des fonds en faveur de ces gens, n'est-ce pas? On pourra aussi parler de ses lettres et de ses écrits. Dans ses lettres et ses écrits, Bartók exprimait fréquemment ses opinions politiques et sociales, critiquant les régimes autoritaires et soutenant la liberté artistique et intellectuelle. Exactement, il avait une vision humaniste. Il avait une vision humaniste, mais également une véritable envie de fraternité des peuples. Exactement. Alors, c'est vrai que Bartók croyait en la fraternité des peuples et en la coopération internationale. Il était convaincu que la musique pouvait servir de pont entre les cultures et favoriser la coopération mutuelle. Exactement. Donc son combat, on va dire, permanent, c'était l'indépendance artistique, n'est-ce pas? Alors évidemment, il défendait la liberté artistique et l'indépendance des musiciens vis-à-vis des influences politiques Et commercial. et commerciales, bien sûr. Alors, on dit souvent que Bartók a refusé de compromettre ses valeurs artistiques pour des gains financiers, c'est ça? Des gains financiers, voire même des approbations politiques. Exactement. Donc de tout ça, il nous a laissé une sorte d'héritage, n'est-ce pas? Alors oui, l'héritage de Bartók reste aujourd'hui encore extrêmement influent. Oui, d'ailleurs, il a ouvert la voie à de nombreux compositeurs modernes qui se sont intéressés à l'usage du folklore. Mais également à la fusion des traditions musicales populaires et classiques. Oui, de plus, on peut dire que son travail, en tant qu'ethnomusicologue, a eu un impact profond sur le développement de cette discipline, n'est-ce pas? Bien évidemment, ces œuvres continuent de faire partie aujourd'hui des répertoires principaux des orchestres et des ensembles de musique de chambre. Exactement. Alors, c'est ça c'est cette influence finalement
se ressent non seulement dans sa musique classique, mais aussi dans le jazz, non? Dans le jazz et même la musique contemporaine. Exact. Alors on dit que son approche des rythmiques irréguliers et des structures de tonalité a inspiré aussi de nombreux compositeurs. Et son œuvre est toujours un élément fondamental du répertoire concertant international. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Tom. Est-ce que... Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors en conclusion, on pourrait dire que Béla Bartók n'est pas seulement une figure importante de la musique classique, mais aussi un artiste engagé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qui a cherché à exprimer cette identité culturelle et surtout celle de son pays à travers sa musique, n'est-ce pas? Tout en transcendant les frontières culturelles pour laisser une empreinte durable dans l'histoire de la musique mondiale. Exact. Eh bien voilà, chers amis, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et j'espère qu'avec ce petit, on va dire, petit détail de sa vie, parce que finalement, on pourrait développer beaucoup plus. C'est un court résumé. Voilà. Il faudrait des heures. Et est-ce que nous avons ça? Pas forcément. Pas forcément. Donc ici, nous allons parler des choses principales. Donc merci et à très bientôt. Merci Tom. Merci Max. À bientôt.